Une récente étude faite au Japon a voulu regarder l'impact de manger des aliments transformés sur la vitesse à laquelle on les mange et l'impact que ça pourrait avoir sur une perte de gras. Et aujourd'hui, je te décortique qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi les résultats qu'ils ont eus et comment toi tu peux appliquer ça dans ton day-to-day pour maximiser ta perte de gras dans ta transformation physique. Donc, comme à l'habitude, on va séparer ça en 3 blocs. Donc, le premier, ça va être de regarder comment ils ont fait l'étude. Le deuxième, ça va être de voir quels ont été les résultats et comment on peut interpréter ça, comment on peut les expliquer, ce type de résultats-là. Et en dernier, comme à l'habitude, le meilleur point, c'est comme comment on peut appliquer ça dans notre day-to-day pour avoir un maximum de résultats, parce que c'est bien beau un papier, mais ce qu'on veut, c'est la vie réelle et avoir des résultats. Donc, premier bloc, on va aller voir ce qu'ils ont fait dans cette étude-là. Premièrement, juste petite mise au point de définition. Qu'est-ce qu'un aliment transformé? Donc, si je regarde la définition textbook dans l'étude, la définition est la suivante. Des produits alimentaires ayant suivi une transformation intensive et contenant généralement de multiples ingrédients, notamment des additifs, des conservateurs et des substances synthétiques. Ces aliments sont conçus pour être hyper appétissants et pratiques, sont souvent marketés, ont une longue durée de conservation et se présentent généralement sous forme de produits prêts à consommer ou à réchauffer. Donc, par exemple, du McDo, du fast-food, je le sais que vous l'avez en tête, là, les produits transformés, on est directement dans ça. Et dans les produits non transformés, bien évidemment, on parle ici de riz, de poisson, de viande, donc on s'entend que tu ne peux pas transformer un poisson. Ben, tu peux, là, mais on s'entend que quand tu manges un poisson, ben, c'est un poisson. Hein? Il n'y a pas 1000 ingrédients, c'est un poisson. Une pomme, il n'y a pas 1000 ingrédients, c'est une pomme. Donc, quand la liste d'ingrédients commence à être rendue à 75, il y a un problème. Donc, ce que l'étude a voulu voir, c'est lorsqu'on met des participants qui mangent des produits non transformés, donc je viens de dire la définition, et des participants dans une autre condition où ils mangent des aliments transformés, y a-t-il des différences sur la vitesse? Y a-t-il des différences sur le nombre de calories ingérées? Y a-t-il des différences? C'est ce qu'ils ont voulu voir. Donc, on parle de 9 participants. C'est très peu. Par contre, vu que c'est je vais vous expliquer après comment ça a été fait, un crossover design, c'est déjà plus valide comme résultat que ça avait été 9 participants sans crossover design. Donc, il y avait 2 conditions, pas 2 groupes, parce que les 9 participants ont été dans les 2 conditions, et c'est ce qui rend les résultats un peu plus valides. Donc, les 2 conditions. La condition 1, c'était pendant une semaine, je mange des produits transformés. Pendant 2 semaines, je suis off, fait que je mange comme je veux, dans ma vie en général. Et l'autre semaine d'après, ben, je mange des produits non transformés. Et la deuxième condition, commencer avec des produits non transformés, donc des aliments non transformés, 2 semaines de wash-out qu'ils appellent, et une semaine de produits transformés. Donc, il y a eu 4 personnes qui étaient allées dans la condition 1, 4 personnes qui étaient allées dans la 5 personnes qui étaient allées dans la condition 2. Donc, les 9 participants ont passé une semaine à manger des produits transformés et une semaine à manger des produits non transformés. Comment ça fonctionnait? C'est que tous les participants allaient à l'hôpital au Japon pour passer leur semaine-là. Donc, c'était très contrôlé, leur step était contrôlé, tous les repas étaient contrôlés. Ils ne retournaient pas vivre leur vie comme dans leur vie, à part dans les 2 semaines entre les 2 conditions. Donc, si tu étais dans la condition d'aliments transformés, donc là, on essaie de s'imaginer ça comme si c'était vous, comme si c'était moi. Fait que, mettons, on va prendre moi. J'allais là-bas, j'ai 3 repas par jour. Mes 3 repas, c'est des repas transformés. Pizza, pâtes, McDo, ce genre de trucs-là. Les assiettes qu'ils me fournissent, c'est 2 portions. Donc, ils ont doublé la portion. Ils ont fait la même chose pour les aliments non transformés, j'y arrive. Donc, ils ont doublé la portion et j'ai 60 minutes pour manger. Je mange autant que je veux, j'ai pas faim, c'est comme as I wish, là, vraiment. Et lorsque j'arrive dans la condition où c'est des aliments qui sont non transformés, bien là, on parle de riz, on parle de poisson, de ces trucs-là. Encore une fois, 3 repas par jour, et encore une fois, on double la portion pour que ça soit une grosse portion également. Et il se faisait vraiment dire, manger à votre faim, t'arrêtes quand tu veux, c'est juste que tu as 60 minutes pour manger. Donc on s'entend 60 minutes, là, c'est beaucoup de temps, là, parce qu'habituellement, on est habitué de manger en 10-15 minutes. Donc ils ont vraiment 60 minutes, que ce soit aliments transformés, aliments non transformés. Et comme à l'habitude, ça vient avec des mesures, donc ils ont pris leur poids au début, ils ont pris leur poids à la fin, donc début de la première semaine, fin de la première semaine, après ça, début de non transformé, fin non transformé, etc. Ils ont pris également leur body fat,
Ils ont calculé également la vitesse à laquelle ils mangeaient et le nombre de mastications. Donc, ils appellent ça un bite scan dans leur mâchoire pour regarder le nombre de mastications qui étaient faites. Donc, voilà comment l'étude a été structurée. Maintenant, passons au bloc numéro 2 où on va regarder les résultats et les explications de tout ça. Eh bien, résultat, quand même, c'est pas surprenant, mais quand même fou, c'est que lorsque les participants étaient dans la condition d'aliments transformés, ils ont gagné 2,2 livres de plus que lorsqu'ils étaient dans la condition d'aliments non transformés. Mais là, il faut juste se rappeler qu'ils n'ont pas plus de bouffe. Ils ont les mêmes grosses portions, ils ont fait le même nombre de steps, ils ont les mêmes 3 gros repas, sont à la même place, c'est les mêmes humains. On ne compare pas 2 personnes ici, c'est la même personne. Donc, la même personne a pris 2,2 livres de plus que quand elle mangeait, non transformé, pour le même nombre de portions, la même grosseur, pour le même nombre de steps, etc. Ça veut dire que lorsqu'il mangeait des aliments transformés, il en mangeait plus que quand il mangeait des aliments non transformés. Et là, par plus, on parle de combien? Tu as gagné 2,2 livres en une semaine de gras, rien que de gras. Tu t'entraînes pas là, dans un hôpital, le chum. De gras, 2,2 livres. Combien de calories on mangeait de plus par jour? 813 par jour, god damn it. Avec tous les mêmes paramètres, là. Si on regarde la vitesse à laquelle ils ont mangé, eh bien, ce n'est pas surprenant que quand la personne était dans la condition d'aliment transformé, elle a mangé beaucoup plus vite. Et au niveau de la mastication, quand elle était dans la condition d'aliment transformé, elle a beaucoup moins mastiqué. Donc, quand les personnes étaient dans les aliments transformés, ils ont mangé plus vite, ils ont moins mastiqué, ils ont mangé plus, on parle de 813 calories de plus par jour, puis ils ont pris plus de poids, on parle de 2,2 livres sur 7 jours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que manger ultra transformé nous pousse à avoir des comportements qui nous font manger plus de calories. C'est ça. C'est pas genre, ah, mais c'est plus calories, c'est évident. Non, 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 non. Ils ont mangé plus de bouffe, ils ont mangé plus de quantité de bouffe. Donc, ça veut dire que les aliments transformés nous poussent à manger plus de bouffe. Quels sont les mécanismes derrière ça? Parce que si on arrive à comprendre les mécanismes derrière ça, après ça, on peut avoir un certain contrôle sur ces mécanismes-là et ne pas tomber dans ces pièges-là. Je tiens à dire qu'il y a plusieurs variables qui rentrent en jeu ici, et selon moi, il y en a qui ont plus de poids que d'autres dans l'explication de tout ça, mais je vais vous en dire c'est quoi les variables qui jouent un rôle là-dedans, et je vous garde celle qui a le plus de poids, à mon humble avis, pour la fin. Donc, on a vu qu'ils ont mangé plus vite et qu'ils ont peu mastiqué. Eh bien, ça peut avoir définitivement un impact sur pourquoi ils ont mangé plus de calories au final. First, il y a quelques études, dont Zink en 2016 et Lieberman en 2004, qui ont remarqué que dans certaines techniques de transformation des aliments, ils faisaient exprès de rendre la texture un peu plus tendre pour diminuer la mastication des gens. Pourquoi? Pourquoi les gens qui transforment la bouffe voudraient faire ça? Bien, pour qu'on en mange plus. C'est un peu ça le but. Pour qu'on soit plus addict et qu'on en veuille plus. Mais quel impact ça a de moins mastiquer? Eh bien, les études démontrent que d'augmenter la fréquence de la mastication agit comme un signal d'activation pour le centre de satiété, donc le fait de se sentir plein. Ça veut dire que plus je mastique, plus j'ai de chances d'activer le signal de « je suis plein ». Moins je mastique, moins je vais activer ce signal. Et il y a même des études qui ont comparé 40 mastications versus 15 mastications, et ils ont remarqué que ça augmentait beaucoup plus les hormones reliées à la satiété lorsqu'on mastiquait 40 fois versus 15 fois. Donc, première variable qui explique ce qu'on a vu auparavant, c'est que la bouffe transformée nous pousse à moins mastiquer, et moins mastiquer, donc manger plus vite, fait en sorte que le signal de satiété apparaît moins vite, donc on se sent plein pas tout de suite, ce qui fait en sorte qu'on est capable de consommer plus de nourriture. Donc ça, c'était notre variable numéro 1. Variable numéro 2, il y a moins de fibres. Même dans l'étude, ils ont regardé le nombre de fibres et ils ont vu que les participants mangeaient beaucoup moins de fibres lorsqu'ils mangeaient des aliments transformés versus des aliments non transformés. Et les études démontrent que les fibres jouent un rôle clé dans l'augmentation, encore une fois, de la satiété, donc le fait de se sentir plein. Donc, on a encore une autre affaire ici qui vient jouer négativement sur le
feeling d'être plein, donc va définitivement pas nous aider dans le fait d'arrêter et il va juste plus contribuer au fait qu'on va continuer de manger plus de calories. Troisième variable, une grande densité calorique pour peu de volume. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de calories pour peu de volume. Et ça, c'est un gros problème également. Parce que les études comme Rose de 2017 démontrent que l'effet de satiété chez l'humain réagit davantage au volume des aliments plus qu'au contenu calorique des aliments. Ça veut dire qu'on a un problème ici parce que ça veut dire que c'est très peu volumineux puis très calorique. Ça veut dire encore une fois l'effet de satiété à quelque beaucoup plus tard, ce qui va nous pousser à manger plus de calories. Là, on a rendu 3 variables, 3 qui jouent sur l'effet de satiété. Je mastique moins, j'ai moins de fibres et c'est peu volumineux, très calorique. Ça amène, les aliments transformés amènent ces 3 affaires-là. Ces 3 affaires-là n'aident pas l'effet de satiété, ce qui va nous pousser à plus manger. Et dernière variable que je vais vous parler aujourd'hui et qui est, selon moi, mon humble avis, la variable clé dans toute cette histoire-là. Et j'ai parlé du lien entre la dopamine et les aliments appétissants, les aliments transformés. Les aliments qui sont agréables à manger et qui sont, ils appellent ça des high palatable food, donc c'est des aliments qui sont très agréables au palais, agréables à manger, ont été démontrés que c'est eux qui vont générer une plus grande relâche de dopamine lorsqu'on la consomme pour la première fois. Mais comment que la dopamine fonctionne? C'est que la dopamine fonctionne par apprentissage. Ça veut dire que la première fois que tu as mangé cet aliment-là, les aliments transformés ont un plus gros spike de dopamine. Ça veut dire « Wow, j'ai eu du plaisir, c'était bon », gros encodage. Ça veut dire que j'ai encodé que X égale je mange du McDo égale Y égale du plaisir. Ça veut dire X égale Y, McDo égale plaisir. Donc, à l'avenir, la dopamine joue le rôle d'anticiper ce plaisir-là, donc veut te pousser à refaire ce comportement-là pour que tu aies du plaisir encore une fois. Ça veut dire que plus ces aliments-là spike haut en dopamine, ça veut dire que c'est associé à une grande récompense, à du grand fun, à un grand renforcement. Si tu compares un poisson versus un burger chez McDo, tu as bien plus de fun à manger ton burger chez McDo qu'à manger ton poisson, généralement. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une plus grande relâche de dopamine lorsque tu vas manger ton burger. Mais je l'ai dit, le problème avec ça, c'est que là, la dopamine vient de l'encoder et elle anticipe ce fun-là. C'est ça, sa job, entre autres. Ça veut dire qu'elle va te pousser à refaire ce comportement-là dans le futur. Le deuxième problème avec ça, c'est comment la dopamine fonctionne, c'est par erreur de prédiction. Ça veut dire la première fois que tu as mangé un burger chez McDo, tu ne t'attendais pas à ce que ça soit bon comme ça. La première fois. Et là, c'est comme « Oh, wow, c'est tellement bon! » Il y a eu une erreur de prédiction, gros encodage, gros spike de dopamine. Par contre, la deuxième fois que tu en remanges, il y en a peut-être un encore, mais la prédiction était plus juste de comment je me rappelle à quel point c'était bon. Puis c'est comme, mais c'est pas comme la première fois. Donc, qu'est-ce que le cerveau cherche à faire pour ravoir une erreur de prédiction et ravoir un gros spike de dopamine? T'en manges plus. Et donc, c'est comme ça que les addictions se créent. C'est comme on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus, parce que c'est jamais comme la première fois. Parce que la première fois, il y a eu une erreur de prédiction. La deuxième fois, non. C'était plus précis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça devient tout le temps la même affaire. Donc, l'erreur de prédiction n'est plus là, donc la dopamine, elle spike pas mal moins. C'est pas mal moins fort, c'est pas moins plaisant. Donc, ce qui fait en sorte que ça te pousse à en manger plus. Donc, on peut définitivement voir ça dans cette étude-là. Si je commence à manger mon poisson, je suis comme, first, je le mange plus lentement, l'effet de satiété kick plus, il y a plus de fibres, c'est plus volumineux. Et en plus, c'est pas autant associé à de la dopamine, donc il y en a, mais c'est qu'il n'y a pas autant l'anticipation et le kick que le cerveau encode de plaisir, donc de dire « Ah, mange-en plus, mange-en plus ». Il y a moins ça avec les aliments non transformés. Versus qu'avec les aliments transformés, il y a beaucoup ça. Donc, le cerveau va beaucoup pousser à ce qu'on en mange plus pour qu'il y ait autant de fun que la première fois. Donc, ceci représente une grosse variable, selon moi, dans cette étude-là et dans cette explication de pourquoi on voit ça. Donc, maintenant, on est rendu au bloc numéro 3. Comment appliquer ça dans notre vie? Sachant tout ce qu'on a appris, là, on sort du volet un peu plus théorique, là, puis c'est comme parfait. Là, moi, je veux perdre du gras, là. Je viens d'apprendre tout ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, je vous ai séparé ça en 4 recommandations. Encore une fois, la 4e, selon moi, à mon humble avis, est la plus importante. Numéro 1, le choix des aliments.
Sachant que les aliments transformés ont autant un impact énorme sur le fait que ça va nous pousser à over-manger de calories, bien, c'est sûr que je te conseillerais à ce que la majorité de ta semaine, ce soit des aliments non transformés pour pas que tu tombes dans ces pièges-là. Je comprends et je l'ai dit souvent que c'est juste une question de calories. L'affaire, c'est qu'on voit que c'est pas faux parce que tu vois bien qu'il y a 813 calories de plus, ça te fait prendre plus de poids. Mais l'affaire, c'est aussi le type de ces calories-là peuvent nous pousser à faire des comportements qui vont nous amener à manger plus de calories. Donc, en premier lieu, il y a la notion de santé. Pourquoi prioriser des aliments non transformés? Puis en deuxième lieu, bien, ça va définitivement être mieux pour votre perte de gras parce que vous éliminez un peu les dangers potentiels liés à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, recommandation numéro 1, priorisez donc les aliments non transformés en majorité dans votre semaine. Recommandation numéro 2 par rapport à la mastication et la vitesse. Ici, je te ferai ça en 2 volets. On a vu l'impact de la mastication sur la satiété, donc peu importe l'aliment que tu manges, c'est sûr que je te recommanderais de prendre ton temps et de bien mastiquer parce que ça va avoir un effet bénéfique sur ta satiété. Le deuxième volet, c'est comme si jamais tu manges, bien, tu vas en manger des aliments qui sont transformés, pense 100% à ça, puis fais comme exprès d'over-mastiquer pour ne pas encore là tomber dans le piège que ça amène, manger des aliments transformés, qui est de manger super vite, donc peu d'effet de satiété. Je te dirais même, rappelle-toi de l'étude de 15 bouchées versus 40 bouchées. Focus sur aller chercher un 40 bouchées et petit truc comme ça qui vient de la Happy, c'est d'avoir des cuillères de bébé. Donc, petite bouchée, on mange plus lentement, ça va avoir un effet positif sur la satiété. Ensuite, on a vu l'impact du volume de la nourriture sur la satiété. Donc ici, ma recommandation, c'est de prioriser dans ta semaine en majorité des aliments qui ont un gros volume et peu de calories. Style des grosses salades, je pense que c'est extrêmement winner parce que peu de calories, mais c'est très volumineux, donc l'effet de satiété va être beaucoup là. Et c'est ce que tu veux en perte de gras, c'est manger peu de calories pour te sentir plein. Autre petit truc, tu pourrais même manger une grosse salade avant d'aller manger quelque chose de transformé, manger une grosse salade en entrée au restaurant. Comme ça, ben, tu vas arriver à ton repas principal ou ton dessert et l'effet de satiété va avoir beaucoup plus kick-in à cause du volume de la salade au départ. Et la quatrième recommandation, avoir une bonne gestion de la dopamine. Parce qu'encore une fois, on a vu l'impact de la dopamine sur tout ça. La question, c'est comment minimiser son effet? Comment minimiser son anticipation? Comment minimiser le fait qu'elle nous pousse à manger ça? Ou même, comment résister au fait qu'elle nous pousse à manger ça? Ou à manger plus? Eh bien, j'ai quelques petites pistes pour vous. Et pour ceux qui sont habitués, ça se peut que j'aille dans le psycho. Hein? On ne peut pas enlever ça. Puis ça, c'est une affaire. C'est comme, il faut... La psycho, c'est l'étude du comportement humain. C'est comme si on veut changer le comportement, il va falloir passer par où? Si on fait des liens, il va falloir passer par de la psycho, parce que la psycho, c'est l'étude du comportement humain. Fait que si on veut changer le comportement, il faudrait comprendre comment un humain se comporte. Donc, je n'ai pas le choix de reparler de psycho encore aujourd'hui. Donc, quelques pistes. Numéro 1, les émotions négatives. Comment, quand tu te sens pas bien, là, comment tu arrives à te sentir mieux? Oui, je t'entends jusqu'ici. Te sentir mieux, bien, tu pourrais faire quelque chose que tu aimes, tu vas avoir du plaisir. C'est qui se rappelle du plaisir? Votre ami, la dopamine. Donc, si vous vivez beaucoup d'émotions négatives et que vous ne savez pas comment gérer ça parce que personne qui vous l'a appris, hein, je vous dis ça de manière, dans le sens, c'est pas de votre faute parce que c'est réellement vrai qu'il n'y a personne qui nous apprend comment gérer ça. Bien, si c'est le cas, c'est comme dès que vous vivez une émotion négative, vous voulez l'éviter. Et comment vous évitez une émotion négative? Bien, vous allez chercher un renforcement court terme. Et ces renforcements-là court terme ont été encodés par votre ami, la dopamine. Donc, vous comprenez qu'il y a un bon gros lien de psycho là, dans l'entraînement et le fitness. Là. Parce que c'est comme si on gère nos émotions négatives tout croche, on va aller se réconforter dans la bouffe direct. Parce que le cerveau a encodé que c'était fun, ça. Donc, si c'est pas le fun, il va te pousser à avoir du fun. Donc, petite piste numéro 1 pour vous. Petite piste numéro 2 pour vous, et disclaimer ici, la première phrase, ça se peut qu'elle rentre dedans pour certains, mais avoir une vie plate. Comment t'en rends plus le fun? Bien, avec du fun. Qui a encodé le fun? Notre ami la dopamine. Donc, encore une fois, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas d'hobby, si on n'aime pas vraiment notre job, si nos relations sont correctes, comme si la vie est plate, le cerveau se rappelle de tout ce qui rend notre vie plus plaisante à court terme, à long terme aussi, mais il se rappelle surtout de j'investis zéro puis j'ai beaucoup de retours dans le moment présent.
Donc, il va définitivement anticiper et dire « Va donc manger ton Big Mac, on s'est bien senti la dernière fois, puis là, comme on a vécu une journée plate, on va se sentir bien là, fais ça. » Il fait sa job, c'est bien normal. Mais une vie plate risque de créer ça. Donc, c'est pour ça qu'avec nos propres clients, on tape sur le clou des passions, non-stop. Des passions, des buts, connaître ce qu'on aime, connaître ce qu'on n'aime pas. Parce que tout ça va changer la relation avec notre vie, va être bien plus le fun. On va avoir des buts qui nous appartiennent, qu'on aime, des passions, des activités intrinsèques. Et tout ça va faire en sorte que le cerveau a définitivement moins besoin de dire « Hey, il faudrait que tu manges ça là, parce qu'on ne se sent pas bien. » C'est comme « Non, non, on se sent bien. J'ai plein de trucs vraiment cool. Je sais comment gérer mes émotions négatives. » Tout ça. Donc, le côté psycho fait un changement 360 sur la constance au niveau de l'alimentation et le respect d'un plan alimentaire à cause de ça. Ensuite, troisième piste pour vous, ça nous prend des objectifs assez puissants pour justifier de ne pas écouter l'ami, la dopamine. Comment tu fais ça? Bien, il y a 3 besoins de base qui doivent être maximisés au niveau de la psychologie, de la motivation et du bien-être. La première, sentiment d'autonomie. Plus tu te sens autonome dans une tâche, plus tu te sens autonome dans un objectif, eh bien, plus tu vas avoir de motivation. L'autonomie, ça veut dire ça vient de moi. Ça vient de moi, pas de personne d'autre. C'est moi qui veux faire ça pour tel. Je l'endosse consciemment, ça vient de moi. Donc, moins tu te connais, moins tu as d'autonomie, parce que toutes les choses ne viennent pas vraiment de toi. Tu le fais pour faire plaisir aux autres, tu le fais parce que tu penses que la société va... Plus tu te connais, plus tu as d'autonomie, plus tu as de motivation, plus tu es capable de résister à l'ami, la dopamine. Parce que, don't get me wrong, moi aussi je l'ai, tout le monde l'a. Mais ceux qui ont des objectifs tellement puissants puis tellement autonomes sont capables de justifier cet inconfort-là à court terme. Ensuite, tu as le sentiment de compétence. Tu dois savoir quoi faire pour atteindre ton but, comment y arriver et créer des chapitres à travers ça pour avoir des renforcements dopaminergiques de branche de gauche sur des défis. Donc, il faut que tu saches faire ça. Les gens qui sachent faire ça, consciemment ou inconsciemment, sont capables de bien plus résister à toutes ces tentations. Ensuite, troisième besoin de base, on parle de l'affiliation. Avoir un cercle social propulsant qui ne te juge pas, qui te supporte et qui vont dans la même direction que toi. Si tout ton entourage sont pognés dans la branche de droite de Guillaume Dulude, comme le Y, là, le Y est en branche de droite, on est dans de la dopamine court terme. Si tout votre entourage est là-dedans, là, ça va vous tirer. Là. Il va falloir être fort en tabarouette mentalement pour parler là si tout votre entourage est là. Donc, l'affiliation, définitivement, va jouer un grand rôle sur résister à cette anticipation-là, cette tentation-là. Après ça, il faut que tu aies tes sous-types de motivation maximisés. Comment? Bien, il faut que la majorité de tes raisons soient identifiées, intégrées, intrinsèques. Comment tu fais ça? Ça revient à l'autonomie. Il faut que tu te connaisses. Et je vous le dis, le nerf de la guerre, il est là. Il est absolument là. Je ne sais pas combien de personnes vont écouter cet épisode-là, j'espère qu'il va en avoir une shitload. Mais si tu m'écoutes en ce moment, l'affaire la plus importante que j'aurai à te dire, c'est que si tu veux être constant avec ton alimentation, tes entraînements, ou peu importe les actions que tu devrais faire pour atteindre ton objectif, physique ou peu importe, une des affaires les plus importantes qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te connaisses. Parce que de te connaître va augmenter l'autonomie through the roof. Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup plus de motivation pour faire n'importe quoi dans la vie. N'importe quoi. Et tu vas, en augmentant la connaissance de soi, tu vas également augmenter ton sentiment de compétence. Parce que tu vas savoir comment mettre des bons targets selon toi parce que tu te connais. L'affiliation va être meilleure aussi parce que si tu te connais, tu vas remarquer qui tu n'as pas d'affaires à être. Puis tu vas te choisir un cercle social qui fit avec toi. Donc, se connaître, ça n'a pas de prix. On est ici pour ça. La vraie discussion, là, c'est ça. Puis là, c'est comment? Tu me parles d'une étude sur la nourriture puis de mon charge. Oui. Parce que je n'ai pas le choix d'utiliser ça pour finir, pour arriver avec le vrai sujet, qui est, il va falloir qu'on passe par une compréhension de notre propre comportement humain si on veut passer à la prochaine étape de notre vie. Donc, la grosse leçon d'aujourd'hui, c'est tu peux bien marcher plus vite, ou pas plus vite, plus lentement. Tu peux bien. C'est ça réellement le problème? C'est-tu vraiment que tu manges trop vite? Laisse-moi en douter. Gestion d'émotions négatives, passion, hobby, but, qualité des relations, j'aime ma job, j'ai des buts à long terme, court terme. Je connais mes traits de personnalité, je sais dans quel contexte les utiliser, je sais dans quel contexte ne pas les utiliser. J'ai des habiletés de communication, je sais quand quelqu'un m'écoute, je sais quand quelqu'un ne m'écoute pas, je sais comment formuler un message. Tout ça,
C'est ce qui va vous permettre de passer à la prochaine étape de votre vie personnelle et de votre chapitre de fitness, d'atteindre votre objectif et de le maintenir. Pas juste perdre 10 livres en 6 semaines, comme cool, je l'ai eu, puis après ça, tu joues au yo-yo. Maintenir, qu'est-ce que tu as acquis? Ça va passer par un développement humain. Alors voilà pour le podcast d'aujourd'hui. Gros podcast. J'ai adoré faire ces recherches-là, faire le script de ce podcast-là. J'espère que vous l'avez ressenti dans l'épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses, des prises de conscience, quoi que ce soit. Et pour le développement de l'humain, le développement de la psychologie, je vous invite définitivement à rejoindre le Muscle Lab, qui est une communauté 100% gratuite, où on offre 2 formations par mois, donc 1 ou 2 semaines, sur le comportement humain, sur la psychologie. Et également, on a des formations sur l'anxiété, les traits de personnalité, la motivation, l'autonomie, tout ce que j'ai parlé tantôt. On a tout ça dans le Muscle Hub 100% gratuitement. Et en plus, on t'offre un workout mensuel dans une application. Et je le répète, tout ça 100% gratuitement. Donc, et si tu veux passer à la prochaine étape avec ton développement humain, je t'invite à nous rejoindre. Et sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine, 5 heures. Bye!